Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler financement de start-up. Vous n'avez pas encore créé votre start-up, vous vous demandez si vous pouvez obtenir des financements pour commencer à travailler dessus. Vous venez de la créer, est-ce que vous pouvez avoir accès à nouveau à des financements? Vous êtes un peu lancé, vous êtes au stade du développement R&D, ou alors vous commencez à commercialiser. Est-ce que à chaque stade de ma société, je peux trouver des financements? Des financements dilutifs, c'est-à-dire en capital avec des investisseurs qui en mettent de l'argent, des investissements non dilutifs, c'est-à-dire des organismes qui vont soit me prêter, soit me donner de l'argent. Qui sont-ils? Comment les trouver? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Nous allons donc voir comment financer son projet en 2019. Il y a, comme vous allez le voir, de nombreuses pistes. J'ai fait une classification en deux parties, les manières dilutives et les manières non dilutives de se financer. Dilutive, ça veut dire que vous allez vendre des parts de capital de votre société, donc vous allez vous diluer, donc avoir moins de parts de capital de société une fois que vous aurez obtenu l'argent. Et les manières non dilutives, ça va être des prêts, des subventions qui vont vous permettre de ne pas vous diluer. Commençons par la partie dilutive. Donc, la toute première chose à réaliser, évidemment, c'est créer un capital social. Il faut essayer de le faire le plus élevé possible avec vos bas de laine, en tout cas l'argent que vous pouvez mettre dedans. Pourquoi? Notamment parce que pourquoi est-ce que des gens iraient vous prêter, vous donner de l'argent si vous-même vous ne prenez aucun risque sur votre société? Voilà, donc il faut se poser la question et ça fait partie des choses qui vont permettre de donner de la confiance à vos investisseurs. Ensuite, en général, la première source d'argent en dehors de vous, ça va être ce qu'on appelle le love, enfin de vous et de vos associés, ça va être le love money, avec vos amis proches et votre famille qui, malgré votre folie totale, est capable de mettre de l'argent dans votre projet, même si elle ne comprend pas exactement de quoi il retourne. Ensuite, vous allez trouver ce qu'on appelle les business angels. Ce sont souvent des gens qui ont peut-être été entrepreneurs, en tout cas qui ont leur carrière a permis d'être suffisamment aisés pour investir dans différents projets par goût du risque et de l'entrepreneuriat et parfois de paris et qui vont vous permettre en général de recueillir entre 50 000 et 500 000 euros avec des tickets qui vont aller de 2 000 euros à 100, 150 000 euros. Ensuite, vous pouvez faire du crowd equity. Donc, le crowd equity, c'est du crowdfunding avec des parts de capital qui sont mises en jeu via des plateformes comme pour les plus connus Anaxago ou WeSeed, qui vont vous permettre de faire investir à des business angels ou même des plus petits porteurs dans votre société, donc en achetant des parts. Et là, vous vous adressez à la foule. C'est plus des réseaux de business angels enfin des business angels ou des réseaux de business angels comme auparavant. Mais vous pouvez intégrer d'ailleurs les réseaux de business angels dans votre plateforme de crowd equity. Et encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que quand vous allez lancer une campagne, il va falloir que vous attiriez du monde sur la plateforme pour les faire investir dans votre projet. Il y a aussi donc ce que j'appelle en tout cas une bourse interne à l'entreprise. Bourse au sens CAC 40, Nasdaq, etc. Sauf que au lieu d'aller vers la bourse, vous pouvez créer une bourse qui est rattachée à l'entreprise, donc à l'intérieur de l'entreprise, qui va vous permettre de vendre des parts de votre société à des gens qui sont intéressés via cette bourse, cette place de bourse qui va vous permettre donc de vendre comme à des business angels, du love money, le crowd equity, euh, des parts et avec l'avantage par rapport aux autres plateformes euh, de fluidifier le mouvement de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir, enfin en tout cas, si moi j'achète des parts de votre société via cette bourse, je peux les vendre quand je veux via cette bourse justement, en disant voilà, je le vends à telle valeur, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, oui ou non, et ça va faire varier le cours de la bourse et donc le cours la valeur de votre entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez régulièrement remettre des actions en vente.
Alors c'est un procédé qui est très peu connu en France, même ailleurs je crois, mais qui existe depuis au moins 30 ans en France. Ensuite, vous avez les sociétés de venture capital, donc les sociétés spécialisées dans l'investissement des entreprises. Avec, j'en ai gardé que deux ici, donc le capital d'amorçage, avec des investissements qui vont aller de 5 millions à 1,5 million, et le capital risque, avec des investissements qui vont aller de 1 million à 5 millions en France, ou si on est aux États-Unis, c'est plutôt au niveau de 10 millions. Donc, c'est des sociétés qui vont elles-mêmes emprunter de l'argent pour investir chez vous et qui sont généralement spécialisées dans des domaines, alors ça peut être généraliste, mais elles sont généralement très pointues dans des domaines particuliers comme le médical, comme le retail, comme l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, et qui vont être capables d'évaluer le risque, pour, notamment le capital d'amorçage, qui investit très tôt dans le cours de vie de l'entreprise. Donc ces venture capital en capital d'amorçage sont peu nombreux, mais ils existent en France. Et capital risque va investir un peu plus tard dans le cours de la société. C'est-à-dire que vous aurez déjà fait vos prototypes, vous aurez éventuellement fait les premières preuves de vente, et c'est à ce moment-là que le capital risque va investir. Après, il y a du capital développement, du capital retournement, etc., etc. Donc ça, c'est d'autres phases, mais qui vont moins nous intéresser au niveau de la création de jeunes startups. Ensuite, on a ce qu'on appelle les family office. Les family office, ce sont des sociétés, associations, entreprises, etc., qui gèrent l'argent d'entrepreneurs, enfin en tout cas de personnes très très aisées ou de familles qui vont investir l'argent donc de ces familles dans des startups. L'avantage des family office en général, c'est que, à la différence des venture capitalistes qui empruntent de l'argent et qui devront le rembourser, donc sortir de votre société à un moment donné, eux investissent leur argent propre et peuvent rester longtemps dans votre entreprise. Ensuite, on a les fonds d'entrepreneurs. Là, ce sont des entrepreneurs qui créent leurs propres fonds et qui vont essayer aussi d'apporter tout leur réseau et leur expérience auprès du créateur de l'entreprise, des fondateurs. Donc, ils vont être un peu plus impliqués. Des fonds d'entrepreneurs comme Kima Ventures, qui est le fonds de Xavier Niel, qui investit des tickets de 150 000 euros dans, je crois actuellement, à peu près 120 ou 150 entreprises. Voilà, donc c'est des entrepreneurs qui se rassemblent pour investir. On a aussi des fonds d'entreprise, certaines entreprises ou banques ont leurs propres fonds qu'elles investissent, leur propre argent qu'ils vont investir dans les entreprises, et un peu comme les family office, vont pouvoir rester un certain temps dans vos entreprises. Ensuite, il y a vos relations business qui peuvent investir chez vous. Par exemple, ce que j'ai pu voir, moi, c'est des fournisseurs. Un fournisseur qui va vous fournir un élément clé dans votre dispositif médical ou autre d'ailleurs, et qui va être intéressé parce que vous faites quelque chose qui va développer son propre business, de vous soutenir pour développer votre entreprise. J'ai déjà vu aussi des distributeurs investir, voire racheter même carrément des entreprises. C'est le cas d'Ecosens, une société qui fait des dispositifs médicaux, qui avait un distributeur chinois, qui vendait beaucoup d'ailleurs en Chine, et qui a décidé d'investir puis de racheter l'entreprise. Et puis vous pouvez avoir des partenaires, par exemple des partenaires en co-marketing. Si vous faites du dispositif médical et que vous allez voir un laboratoire pharmaceutique pour lui proposer lors de ses visites médicales, donc quand il va vous présenter ses molécules, ses médicaments dans les hôpitaux ou chez les médecins, pour attirer les médecins qui sont de plus en plus sollicités pour être sûr qu'ils viennent et vont présenter quelque chose d'un peu innovant, par exemple votre dispositif médical ou une autre solution qui va attirer les médecins chez vous. Donc ça va vous permettre, vous, d'avoir vos prospects plus facilement en bénéficiant de la force de vente du laboratoire pharmaceutique. Ce laboratoire pharmaceutique peut être intéressé à un moment donné
à investir dans votre entreprise, surtout s'ils voient que vous attirez beaucoup de monde et que vous faites beaucoup de ventes. Maintenant, on va s'intéresser à la partie non dilutive. Alors, une des premières façons de récupérer de l'argent de manière non dilutive, ce sont les prêts d'honneur. Donc les prêts d'honneur, c'est de l'argent qu'on va vous prêter à titre personnel aux créateurs de l'entreprise, en tout cas aux actionnaires, aux principaux associés, que vous allez pouvoir investir dans votre propre entreprise en capital. Donc c'est non dilutif parce que l'argent vous est prêté à vous et vous allez l'investir en votre nom propre dans votre propre entreprise. Donc on a plusieurs possibilités. Donc on a des réseaux nationaux qui font ce type de prêt d'honneur comme France Initiative ou Réseau Entreprendre qui sont présents à peu près partout sur le territoire. Et puis après dans les régions on va trouver des associations qui sont en général abondées par les régions où elles se trouvent, par les villes, etc. Par exemple, sur Paris et le Grand Est, on a l'association Wilco qui fait des prêts de 60 000 à 150 000 euros, les prêts d'honneur, plus de l'accompagnement d'ailleurs des entrepreneurs. On va ensuite avoir AFAS, Alizé qui sont d'autres structures, et puis chaque région va avoir ses propres structures. Donc j'ai pas été exhaustif ici, mais vous pouvez faire de la recherche dans vos régions. Ensuite, on peut avoir des avances remboursables, donc de l'argent qui va vous être prêté et que vous allez pouvoir rembourser. En général, il est prêté à taux zéro. Vous allez pouvoir rembourser généralement en cas de succès. Donc la BPI, la Banque publique d'investissement française, qui peut faire ces types d'investissements. Donc là, c'est en anglais parce que j'ai fait une présentation en anglais. Apparemment, j'ai oublié de retraduire en français. La Commission européenne. Alors la BPI qui a énormément de possibilités, je pourrais faire une formation complète sur l'ensemble de ces possibilités. Et là pareil pour la Commission européenne qui peut prêter beaucoup d'argent. Ensuite on a les prêts bancaires, évidemment. Alors le prêt classique, vous demandez à votre banque de vous prêter de l'argent pour investir dans du matériel informatique. En général, ils vont prêter pour du matériel, parce qu'ils pourront, si votre entreprise est en difficulté, le revendre plus facilement. Mais j'ai déjà vu une société demander à sa banque de lui financer ses moules, une jeune entreprise qui a été créée récemment, donc qui n'avait pas de bilan extraordinaire, enfin même pas de bilan du tout, et qui a obtenu des prêts bancaires de sa banque pour investir dans des moules de fabrication de ces objets en plastique. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si la société devait couler, la banque récupérerait ses moules, mais je ne pense pas qu'elle pourrait en faire grand-chose, contrairement à un ordinateur, en tout cas pas les revendre. Vous pouvez lui demander des avances de trésorerie quand votre trésorerie est tendue et que vous savez que vous allez obtenir de l'argent d'une manière ou d'une autre d'un client ou d'une bourse qui doit arriver, etc. Vous pouvez demander à votre banque de faire un bridge et de vous avancer la trésorerie. Et si vous pouvez l'obtenir de manière permanente, c'est parfait. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pré-FICIR. Donc, ça correspond au crédit d'impôt recherche que l'on verra un peu plus bas dans la présentation, qui est un remboursement par les impôts d'une partie justement des impôts que vous leur avez versés ou que vous leur devez en fonction des investissements en recherche que vous avez réalisés avec votre entreprise. Comme ces remboursements entre le moment où vous engagez l'argent dans l'investissement et le moment où vous faites la déclaration d'impôt, puis le remboursement qui apparaît 6 mois plus tard, votre déclaration de crédit d'impôt recherche, donc vous pouvez attendre un an et demi après l'obtention, enfin en tout cas l'investissement de ces sommes, et vous pouvez demander à avoir une avance sur ce CIR grâce par exemple à Netfis, mais la BPI aussi est capable de faire ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise. Donc la mobilisation de crédit d'impôt recherche, c'est la même chose. Vous pouvez obtenir des garanties de prêt bancaire. Votre banque vous pouvez demander donc un prêt à la banque, mais la banque n'est pas forcément prête à prêter facilement à une entreprise, à une jeune entreprise en plus,
qui n'a pas forcément de bilan et pas forcément des bilans s'il en a positifs ou très positifs, vous pouvez demander à la BPI ou à France Active de garantir vos prêts bancaires jusqu'à un montant qui peut aller en général jusqu'à 70%, peut-être plus. Et cette garantie, ça permet de dire que si votre entreprise est en difficulté, ce sont ces structures qui vont rembourser pour un montant allant jusqu'à 70% du prêt que vous avez contracté. Donc ça, on va dire que ça détend la banque qui va pouvoir plus facilement vous faire des prêts. Le crowdlending, donc c'est du crowdfunding, mais cette fois-ci en prêt. C'est-à-dire que des particuliers ou des entreprises, via une plateforme qui est sur Internet, vont pouvoir vous prêter de l'argent en fonction d'un projet que vous présentez. Alors c'est un prêt d'argent, cette fois-ci avec, vous devez rembourser évidemment ce prêt, et avec une plus-value évidemment, puisque c'est des personnes qui investissent dans votre entreprise. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le monde et notamment en France, puisqu'il y a eu une augmentation de 40% entre 2017 et 2018 du nombre des montants qui ont été prêtés aux entreprises. Ensuite, Pôle emploi, qu'on dit souvent être le premier aide des startups en France en montant, va permettre de vous maintenir, si vous bénéficiez de l'ARE, donc de l'aide au retour à l'emploi, de continuer à bénéficier des sommes qui vous sont allouées chaque mois, même si vous venez de créer une entreprise. Après, vous pouvez obtenir l'ACRE, donc l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, anciennement ACRE avec 2C, qui va vous permettre d'obtenir, de défalquer des charges sociales de votre projet, auprès de l'URSSAF notamment, pendant 1 an. Et si vous obtenez l'ACRE, vous pouvez obtenir l'ARC, l'ARS, ou je ne sais pas comment on dit, en tout cas l'aide à la reprise ou création d'entreprise, qui cette fois-ci, en fait, vous allez mobiliser les montants de vos droits ARE qui vous restent. À Pôle emploi, par exemple, il vous reste 18 mois d'ARE, en tout cas de versement ARE. Vous pouvez récupérer 45% de ces montants en 2 fois. C'est-à-dire que vous faites une demande après la création de alors, il faut bien le faire avant la création d'entreprise, la demande, parce que sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc, avant la création d'entreprise, faire cette demande. Ensuite, à la création d'entreprise, vous pouvez obtenir donc 50% de ces 45%, c'est-à-dire un peu moins de 25% des aides qui vous sont encore dues. Et 6 mois plus tard, un deuxième versement de 25%. En fait, ça va vous permettre de faire un capital pour votre société et de financer un certain nombre de choses. Par contre, vous perdez votre ARE, vous n'aurez plus... bénéficierez plus à ce moment-là des allocations Pôle emploi mensuelles. Ensuite, dans tout ce qui concerne les allégements fiscaux et sociaux, donc on en a un peu parlé rapidement tout à l'heure du crédit d'impôt recherche, qui va vous permettre de récupérer 30 à 60% des investissements en recherche que vous aurez effectués avec votre entreprise. 30% en général, et si par exemple vous faites faire une étude, en tout cas de la recherche par un organisme reconnu comme une université ou des laboratoires CNRS, INSERM ou autres, là ça monte à 60%, c'est-à-dire que 60% des sommes que vous aurez investies vous seront remboursées, soit en étant déduites de vos impôts sur les sociétés, soit elles vous seront, si vous n'avez pas d'impôt sur la société parce que vous ne faites pas encore de bénéfices, c'est ces impôts qui vont vous payer l'équivalent de 30% de vos sommes, jusqu'à 60% dans certains cas. Donc pour le CII, c'est la même chose, le crédit d'impôt innovation. Alors ça ne concerne pas la recherche, l'innovation, ça veut dire faire des nouveaux sites internet, enfin le financement d'un certain nombre de choses comme ça, qui, avec le même système, vous seront remboursés à 10%. En plus, après, si vous avez le statut jeune entreprise innovante, en général vous l'avez si vous avez obtenu le crédit d'impôt recherche,
vous allez avoir des allègements de charges patronales sur, le temps qui aura été passé à faire de la recherche pour les personnes impliquées. Il existe aussi un crédit d'impôt export, c'est-à-dire que si vous allez faire des efforts pour exporter des produits ou des services, donc en dehors de la France, 50% des dépenses peuvent être prises en charge dans la limite de 40%, de 40 000 euros. Par exemple, si vous allez à un salon international pour, je sais pas, moi, démarcher des clients en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, n'importe où, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 40 000 euros des efforts que vous aurez réalisés pour aller exporter votre savoir-faire, vos produits. Ensuite, vous pouvez bénéficier de conventions de revitalisation. Qu'est-ce que c'est? En général, ce sont des grandes entreprises qui ferment un site, un gros site, dans une région. En général, elles ont dans l'obligation de maintenir le tissu économique local pour pas que la région ou la ville s'effondre complètement. Donc c'est des conventions de revitalisation qu'elles vont passer avec l'État ou la région et qui va permettre d'investir dans des entreprises qui vont créer de l'emploi de manière à ce que ces gros groupes puissent se dédouaner en disant écoutez, moi je suis parti, mais j'ai fait en sorte que le tissu économique soit maintenu, en tout cas ne s'effondre pas. Alors pour bénéficier de ces conventions de revitalisation, c'est pas forcément facile d'avoir des informations. Vous pouvez les avoir par la chambre de commerce et de l'industrie si vous avez une personne qui vous suit. Dans les agences de développement régionales ou départementales, si elles existent encore, je crois que tout est passé à la région, en tout cas en Île-de-France. Quand vous êtes dans un incubateur, dans un accélérateur, en général, c'est des structures qui peuvent avoir accès à ces informations. Et donc, ce sont des prêts intéressants qui peuvent vous être versés sous condition de création d'emplois local. Ensuite, dans les subventions, on en a un certain nombre. Donc, on retourne à la Banque publique d'investissement. On va voir donc un certain nombre de subventions conventionnelles. Encore une fois, il y en a beaucoup. Je sais pas, la bourse French Tech, les PIA, etc., etc. Là, il faut encore une fois aller sur le site de la BPI pour chercher et surtout avoir un chargé d'affaires à qui vous allez pouvoir discuter et qui va vous donner et vous dire à quelle subvention vous avez droit. Et de manière assez amusante, la BPI peut donner des aides, donc des subventions à la rédaction de dossiers de subvention, notamment pour les aides européennes de la Commission européenne. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire un dossier auprès de la BPI pour dire je vais faire un SMI instrument ou je vais faire participer à un dossier H2020 et ils peuvent vous donner de l'argent pour que vous puissiez payer un bureau spécialisé dans la rédaction de ces dossiers, ce qui est assez complexe pour la Commission européenne, qui vont pouvoir vous aider à obtenir vos subventions. La Commission européenne, évidemment, beaucoup d'argent à l'Europe, sous-utilisé par les entreprises françaises. Donc, dans le plan H2020, vous allez pouvoir répondre aux calls, en général via des consortiums. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs entreprises et surtout laboratoires de recherche vont se mettre ensemble pour dire on va répondre à cet appel sur telle thématique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les startups sont financées à, on va dire, 120%. En gros, 100% des frais de recherche sont pris en charge et il y a on va appeler ça un ajout de 20% en plus de ces sommes-là, qu'on va appeler les frais de dossier et autres, qui sont pris en charge par la Commission européenne, ce qui fait que vous avez des remboursements qui vont jusqu'à 120%, ce que je trouve magique, pour votre recherche. Donc les dossiers SMI instruments qui sont réservés aux SMI, donc notamment aux startups, pour lesquels vous allez obtenir des subventions. Vous pouvez le faire avec
sans ou avec des partenaires grands comptes ou académiques. Et puis il y a les financements Eurostars aussi, où là c'est un peu particulier parce que c'est des financements qui sont gérés par pays. En gros, vous faites un consortium, il faut qu'il y ait au moins deux pays européens. Vous faites un consortium avec un académique ici en Allemagne, une entreprise en Belgique. Euh, Chacun va faire une demande dans son propre pays et certaines structures peuvent être financées et pas d'autres. Donc c'est un peu étrange comme système parce que sur un gros projet, certains des membres ne peuvent ne pas être financés. Ça dépend vraiment des pays et chaque pays n'a pas forcément les mêmes montants à investir dans ces dossiers. Ensuite, au niveau des régions, on peut aussi avoir des subventions. Par exemple, en région Île-de-France, on a PMUP et InnovUp qui sont des financements abondés notamment par la région qui vont permettre de couvrir un certain nombre de dépenses via des subventions, mais ce genre de choses existe aussi très certainement dans d'autres régions que la région Île-de-France. Pour obtenir des subventions d'associations, par exemple créatives, enfin il y a énormément. Là, ça foisonne, ça évolue beaucoup. Donc, ça, j'ai obtenu ça pour ma première société, Creati, qui est une structure qui regroupe des grands industriels et qui donnait des subventions pour des petites startups. En tout cas, c'est des grands groupes industriels qui, via cette association, s'engagent à aider, accompagner de jeunes entreprises. Et il y a d'autres associations qui font ce genre de choses et c'est assez pas forcément simple d'avoir les informations. Encore une fois, je vous conseille d'avoir un chargé d'affaires dans les agences de développement, à la chambre de commerce de l'industrie, qui peut vous orienter là-dessus. Ensuite, il y a des nombreux concours, prix. Alors les plus connus, c'est le concours iLab du ministère de la Recherche ou le concours mondial de l'innovation. Avec des montants qui sont assez élevés, hein, jusqu'à 600 000 euros pour iLab, et plusieurs centaines de milliers d'euros aussi pour le concours mondial de l'innovation. Mais il y a plein de petits prix aussi, prix de la ville de Paris, Bourse Charles-Foy, etc., qui sont souvent locales, qui peuvent être que de quelques milliers d'euros, mais qui peuvent permettre de mettre le pied à l'étrier, et puis de se faire connaître aussi puisque à chaque fois vous allez avoir les journalistes qui vont relayer l'information. Dernière chose, ne pas oublier les démarches marketing et commerciales, parce que les premiers clients peuvent être très intéressants. C'est les clients à qui vous allez vendre assez cher finalement vos solutions. C'est les early adopters qui sont prêts à investir quelque part entre guillemets pour obtenir le meilleur, en tout cas le plus récent les plus récentes des innovations. Voilà, c'est les early adopters, ce que je disais. Les early adopters, donc c'est les premiers, quand un nouveau produit, service, etc. arrive sur le marché, c'est ceux qui croient le plus, qui sont plus en avance et qui sont prêts à mettre de l'argent quoi qu'il arrive pour être sûr d'avoir la dernière solution dans leur manche. Vous pouvez faire de la pré-vente au crowdfunding, donc c'est une troisième forme de crowdfunding. Ça va être quoi? Du KissKissBankBank, voilà, ce genre de structure où vous allez finalement pré-vendre des produits que vous n'avez pas encore fini de développer. Euh, donc vous allez communiquer sur le fait que vous allez faire tel produit, tel service, mais que vous avez besoin de temps de vente pour pouvoir réaliser les développements. Et si vous obtenez un certain montant de pré-vente, à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer l'argent et développer votre produit. Alors, Initial Coins Offering, ça c'est relativement nouveau, ça a 2-3 ans. En France, ouais, on a 3 ans de recul seulement. C'est lié aux monnaies virtuelles, Bitcoin, Ethereum, où vous allez en gros vendre des tokens, c'est-à-dire des jetons, sur de la prévente. C'est comme de la prévente en crowdfunding, hein, la prévente de services ou de produits. La plupart du temps, en tout cas pour le moment, orienté sur tout ce qui est blockchain, etc., mais qui est en train de se diversifier. C'est une manière innovante d'obtenir des financements qui fonctionnent. Je ne sais pas si ça va fonctionner longtemps, s'il ne va pas y avoir une bulle à un moment donné, mais en tout cas, ça fonctionne actuellement.
Voilà, il faut quand même être bien connaître tout ce qui est monnaie virtuelle. On a aussi ce qu'on appelle les assurances prospection, donc la BPI, la COFAS. En gros, c'est des assurances qui vont vous financer en avance les efforts que vous allez faire pour l'exportation en fonction de territoire. Donc vous dites, voilà, l'année prochaine, je vais aller en Suisse et en Belgique. Je vais faire tel type de dépenses, aller à tel congrès, faire tel site internet, traduire tel site internet, faire des déplacements, etc. etc. Et ces structures peuvent vous financer une bonne partie, entre 20 et 50% de vos efforts, et vous les rembourserez en fonction du chiffre d'affaires que vous allez réaliser les années suivantes. Alors évidemment, comme vous allez faire territoire par territoire, il est intéressant d'arriver à rembourser l'ensemble de ce que vous avez demandé pour pouvoir avoir d'autres financements pour d'autres territoires qui peuvent être plus grands. Par exemple, vous pouvez commencer par la Suisse, qui est assez riche, et la Belgique qui peut, dans certains cas, être un marché intéressant. Puis dans un second temps, attaquer l'Allemagne, l'Angleterre, puis après les États-Unis, etc. Donc avec des montants de plus en plus élevés. Donc c'est intéressant d'arriver à rembourser pour rassurer ces structures sur votre capacité à transformer vos efforts obtenir un retour sur investissement qui vont leur permettre de croire en vos capacités. Et puis vos distributeurs qui peuvent donc vous aider à vendre, voire vous acheter des prototypes de manière à, en tout cas des premiers de série, pour commencer à prospecter de leur côté. Donc c'est aussi du chiffre d'affaires que vous encaissez. Donc comme vous pouvez le voir, le nombre de possibilités de financement sont quand même relativement intéressantes en France en 2019. Nous avons donc vu qu'il y a de nombreuses manières et de nombreuses sources de financement pour son entreprise, et ceci à chaque stade de son existence. Vous pourrez télécharger sur mon site internet startupsergio.com la mind map, et qui est d'ailleurs mise à jour, puisque depuis le tournage, j'ai rajouté 2 sources en dilutif, donc les corporate ventures, qui sont des sociétés qui ont leur propre organisme de financement de start-up, et en non dilutif, si vous n'y êtes pas allergique, des financements de l'armée qui sont assez conséquents d'ailleurs, comme le programme Rapide. Par ailleurs, j'ai aussi mis de nombreux liens vers, donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, vers toutes les sources de financement, et parfois même des aides à la sélection de ces sources. Donc vous pourrez retrouver aussi sur mon site internet startupsergio.com. Voilà, bonne chasse au financement.